À mon tour de vous saluer. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. C'est un vrai bonheur d'être là avec vous ce soir. Vous êtes nombreux et c'est vraiment agréable d'avoir un public comme le vôtre. J'espère vous apporter quelques éléments de réponse si vous vous posez des questions et peut-être vous apprendre d'autres choses également. Rentrons rapidement dans le vif du sujet. Bon, mon nom a été dit un peu partout, mais je vais le répéter quand même. J'ai l'habitude de me présenter à chaque conférence, donc je le refais. Voilà, je suis Pascal Tissier, j'ai été expert criminaliste pendant de nombreuses années. J'ai sévi dans beaucoup d'endroits de France, dont l'Afrique, puisque, bon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je suis romancier, c'est vrai, depuis 2008, donc j'ai commis quelques ouvrages déjà. Je suis co-organisateur du Festival du Polar. Alors, expert criminaliste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'étais inscrit près la Cour d'appel de Paris, dans un certain domaine, qui était les empreintes digitales, mais aussi la gestion de scènes de crime. Et lorsque je suis arrivé, les RCGN étaient assez jeunes. Disons que sur le terrain, il n'y avait pas grand monde qui était opérationnel. Donc je me faisais toutes les scènes de crime les plus sordides, et parfois très loin, et parfois plusieurs dans la journée. Donc, mais j'ai participé également à la formation des techniciens et d'autres experts, en France comme à l'étranger. Parce qu'à cette époque, je sévissais à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui est maintenant à Pontoise. Je vais dire que c'est une véritable machine de guerre contre le crime. Alors qui dit guerre, on ne gagne pas toutes les batailles, mais on en gagne de plus en plus. Et le crime, alors il y en a qui prétendent que le crime, on ne peut plus commettre de crime sans qu'on soit repéré. Il y en a quelques-uns qui passent en travers les mailles du filet quand même, il ne faut pas rêver. Donc ceux qu'on ne soupçonne même pas que ce soit un crime. Après, je suis parti comme criminaliste à Marseille, parce que j'aimais beaucoup la Provence, comme j'y allais souvent. Je n'ai pas été déçu par l'ambiance, ni par le climat. Je crois que vous avez compris que c'est une région très criminogène, disons. Et je crois que j'ai vu un peu tout ce qui peut exister. Et puis après, sur proposition du ministère des Affaires étrangères, je suis parti former des techniciens policiers et gendarmes au Cameroun, mais pas seulement que des Camerounais. Et lorsque je suis revenu, je pensais prendre un peu de repos, et puis j'étais victime d'un chasseur de tête, et puis il m'a laissé la tête quand même, mais voilà, j'ai œuvré comme expert consultant à l'Institut français des empreintes génétiques, ce qu'on appelle l'IFEG, on aime beaucoup les acronymes dans ce métier, vous savez, l'IFEG à Aix-en-Provence, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, parce que cet institut s'est illustré dans plusieurs affaires. Alors c'est vrai que lorsqu'on a rencontré, avec Yvan, on a rencontré Michel Ignette, Jacques Chatras et Ahmed Zedam, pour leur proposer une conférence, j'avais suggéré la science forensique. Alors j'ai vu les yeux qui faisaient comme ça. Je dis bon, on va trouver quelque chose de plus facile à comprendre. Donc on appelait ça la science face au crime. Parce que il est vrai quand même que la sémantique littéraire spécialisée dans le domaine offre un panel important d'appellations. La plus connue, c'est peut-être la police scientifique, mais ça me va bien si vous dites ça, c'est pas un problème. C'est ce qu'on entend le plus souvent dans les médias. Il y a également la police technique et scientifique, c'est parce qu'on en rajoute un petit peu. Les sciences criminelles, parce qu'il y a plusieurs sciences. La criminalistique, ça me va bien aussi, parce que c'est un peu le terme que je vois plus souvent. Et enfin, la science forensique. Alors pourquoi la science forensique? Là, c'est pas qu'une question de sémantique, c'est-à-dire que la science forensique, c'est quelque chose, et c'est pas un anglicisme, c'est quelque chose qui vient du latin, qu'on a utilisé jusqu'au XVIIIe siècle, notamment dans la médecine légale, qu'on appelait medicina forensis. Et alors, le terme générique international, c'est la science forensique. Mais on va garder criminalistique, ça sera plus simple. Et justement, à ce stade, je crois qu'il est important de faire une nuance entre le criminologue et le criminaliste. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'amalgames qui se font, et c'est normal, même par les médias, certains se trompent des fois. Là, ce n'est pas qu'une différence sémantique, ce sont vraiment deux métiers différents, qui font tous deux partie des sciences criminelles. Le criminologue, c'est quelqu'un qui met en œuvre des études sociologiques et sociétales, oui c'est ça, pour savoir si derrière les personnages qui commettent des crimes, il n'y aura pas un phénomène sériel. C'est-à-dire que, on appelle ça les serial killers, vous savez, mais voilà, c'est des criminels en série, si vous voulez, ou même des délinquants en série, parce que ce n'est pas forcément que des crimes. Et donc il y a des gens qui sont devenus comportementalistes,
et qui étudie cela. Alors en France, on a été un peu long à se mettre à la page à ce sujet. En 2020, 25 ans après les États-Unis, l'IRCGN, donc d'où je viens, a créé un département de sciences du comportement. Alors c'est vrai qu'on est 25 ans de retard sur les États-Unis et qu'il y a peut-être moins de criminalité en France que dans ce pays. Néanmoins, je pense qu'on aurait pu se passer de quelques criminels en série, tels que l'odieux personnage de Michel Fourniret, ce tueur en série de jeunes filles, violeur et tueur en série, ou d'autres comme Patrice Allègre, qui s'est illustré dans les crimes de prostituées du côté de Toulouse, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on avait impliqué même Patrick Baudis et des hommes politiques et judiciaires. Donc voilà, on a des criminologues qui font ça. Ce n'est pas mon métier, mais c'est juste pour vous dire que ce sont deux métiers différents. Le criminaliste, expert ou technicien, met en œuvre des techniques afin d'établir la preuve matérielle et dans la mesure du possible de la rattacher à quelqu'un, de l'identifier la personne qui est à l'origine de cette preuve matérielle que l'on va découvrir sur une scène de crime. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont déjà vu mes conférences précédentes. Je n'ai pas voulu leur resservir le même plat et j'ai fait quelque chose de tout à fait innovant ce soir, même s'il y a quelques fondamentaux qui sont inévitables et qu'il faut répéter. Et j'avoue aussi que j'étais un petit peu frustré lorsque j'ai fait cette première présentation, parce qu'elle durait 3 heures. Je ne sais pas si vous avez 3 heures à me consacrer, je ne crois pas. Je l'ai réduit. J'ai gardé l'essentiel le plus pertinent, mais vous ne serez pas frustré, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et puis s'il faut, peut-être qu'un jour on se reverra. Alors quels sont ces indices que je ne vais pas complètement développer ce soir? C'est tout ce qui est fibre et microfibre, ce qu'on va rechercher sur une scène de crime. Ça peut être un véhicule, ça peut être sur le vêtement de quelqu'un, qui appartient donc à quelqu'un d'autre. Il y a tout ce qui est poils et cheveux, dans l'espoir, pour ceux qui ont encore des cheveux, de trouver à la base, à la racine de ce cheveu, un bulbe qui permettra d'avoir un profil ADN. Il y a les éclats de verre. Lorsque quelqu'un brise une vitre, il peut emporter avec lui malencontreusement du verre, et chaque verre a une signature bien particulière. Et fait le parallèle avec les traces de peinture. Là, je vais essayer à chaque fois d'illustrer mon propos avec des affaires que vous connaissez forcément, à propos d'éclats de verre et de traces de peinture. Souvenez-vous de l'affaire de l'accident mortel de la princesse Diana. On l'a supposé, il y a tout un tas de complots qui ont été échafaudés, mais c'était vraiment un accident. Monsieur Paul, qui était le conducteur de cette Mercedes, était un peu chargé, il roulait très vite, mais à l'endroit de l'accident, donc sous le pont de l'Alma, on a retrouvé des éclats de verre qui ne venaient pas de la Mercedes. C'est un puzzle qu'il faut faire. Hein. C'est donc la CGN qui est intervenue en tant que technique, et c'est la police qui faisait l'enquête, parce qu'on est dans le domaine police, d'accord? Donc on a retrouvé des éclats de verre, on a reconstitué ce puzzle, et ces verres appartenaient à un phare de véhicule de Fiat Uno. Le véhicule Mercedes a été transporté à l'IRCGN, je l'ai eu sous ma fenêtre pendant des mois, voire des semaines, oui, forcément. Sur cette Mercedes, il y avait une trace de peinture qui a été analysée par spectrométrie, et cette peinture appartenait à une Fiat Uno. De là à penser qu'il y a eu un petit choc entre ces deux véhicules avant qu'ils s'encastrent sur le pilier, quoi. La relation a vite fait. Donc on avait transmis cela aux policiers, ils ont recherché des milliers de Fiat Uno, ils n'ont jamais identifié ce véhicule. C'est pas pour autant qu'il était responsable de l'accident, mais on peut penser qu'il y avait eu un petit choc avant. Bien sûr, il y a tout ce qui est stupéfiant. C'est un véritable fléau sociétal, parce que, bien sûr, pour la santé publique, mais avec tout le crime que cela génère, presque tous les jours maintenant, on entend qu'il y a eu un mitraillage entre trafiquants de stupes. Maintenant c'est Grenoble, avant c'était Lyon, Marseille, Paris. Voilà, c'est un véritable fléau et ça ne va pas aller en diminuant. Donc il y a des départements qui ne s'occupent que de ça, départements scientifiques je parle. Les poisons, on pouvait supposer que c'était tombé un petit peu en désuétude, mais grâce à notre ami du Kremlin, c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode, parce qu'il a quelques amis avec qui il ne s'entend plus si bien que ça maintenant, qui ont la malchance de goûter soit au Novichok, hein, dans l'affaire Skripal, ou soit au polonium. Donc, mais en France, on n'a pas des poisons aussi virulents et peut-être plus subtils, mais lui, en fait, il ne se cache pas, il veut qu'on sache qu'ils ont été empoisonnés, quoi. En termes d'indices, on a également tout ce qui est l'étude des armes
à feu, bien une arme blanche aussi, chaque arme a une signature. Lorsqu'un coup de feu est tiré, il y a une signature qui va se faire sur la balle, si c'est des balles, qui va se faire sur la cartouche. Et lorsqu'il y a un coup de feu qui est tiré, je vous disais, il y a ce qu'on appelle une fumée, on appelle ça une fumée, ça s'appelle des résidus de tir. C'est un mélange de trois composants essentiellement, du plomb, du polonium et du barnium. Là c'est pareil, chaque munition a sa signature. Et lorsqu'on tient une arme à feu et qu'on tire, cette fumée va venir envahir notre main. Donc lorsqu'on interpelle quelqu'un qui est potentiellement soupçonné d'avoir tiré avec cette arme, on va faire ce qu'on appelle des petits tamponnoirs et on va prélever potentiellement des résidus de tir qui sont invisibles à l'œil nu. Je ne vais pas développer ça parce que c'est un peu long. Il y a également tout ce qui est document, tout ce qui est faux. Il y a de plus en plus de faux maintenant, tout ce qui est faux documents administratifs, faux permis de conduire, faux billets de banque bien sûr, fausses étiquettes sur les produits qui viennent de on ne sait où. Il y a un département de documents qui ne s'occupe que de cela, qui s'occupe également de la graphologie. On verra que c'est une vraie science dans laquelle certains se sont illustrés de manière dramatique. Et donc c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Les empreintes dentaires, qu'elles soient humaines ou animales. Il n'y a pas très longtemps, il y a encore une affaire qui ressort. Là, c'était une jeune femme enceinte qui promenait un molosse en forêt de Fontainebleau et qui était attaquée par un chien. On a soupçonné que c'était la meute d'une chasse à courre. En fait, c'était son propre chien qui l'avait déchiqueté, mais vraiment déchiqueté. Une femme qui était enceinte. Et là, le mari, le compagnon de la femme, avait maquillé un petit peu cette scène de crime. Il avait mis la muselière à son chien, alors qu'elle ne l'avait pas avant. Il a été condamné, mais très récemment, à de la prison, parce qu'en fait, il avait maquillé ça, et il élevait un chien féroce, qui était interdit en France, pour être attaquant. Après, il était surpris, mon chien, il est gentil. Ben, bien sûr. Il y a l'étude des sols, c'est quelque chose que j'aurais même entretenu avec vous plus longuement, c'est parce que c'est quelque chose de très important aussi, et il y a un département qui ne s'occupe que de ça. Et enfin, les diatomées. Les diatomées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des algues unicellulaires que l'on retrouve dans toutes les eaux, qu'elles soient salées ou qu'elles soient douces, mais qui sont différentes de l'endroit, selon l'endroit où on les trouve. Et même dans un même cours d'eau, elles vont être différentes en aval, en amont qu'en aval. Et même à des profondeurs différentes, elles sont différentes. Et ce ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est très important lorsqu'on soupçonne une noyade. Lorsqu'il y a noyade, les cellules pulmonaires explosent. Pendant les derniers battements du cœur, le sang va évacuer l'eau qui a été absorbée, et donc c'est diatomé. Bon, bien souvent, elles sont détruites, ces diatomées, mais il va rester un squelette siliceux. C'est ces petits trucs que vous voyez, les ronds en bas, là. Et il y a une foultitude de diatomées qui vont permettre de voir, c'est déjà une noyade, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je vais illustrer mon propos avec l'affaire Grégory Villemain. Vous savez, le petit garçon qui avait été enlevé et retrouvé dans les eaux de la Bologne. Certains esprits chagrins avaient soupçonné que c'était sa mère, Christine Villemain, qui l'avait noyé dans la baignoire et qui après avait été jetée dans la Bologne. Ouais. Bon, en fait, cette étude-là, elle n'a pas été retenue, elle n'a pas été faite, mais c'est quelque chose qui arrive. Je m'en sers parfois dans certains de mes romans pour dire, voilà, ça existe, attention. Les diatomées, lorsqu'il y a noyade, on est sûr qu'il y a noyade grâce à ça. Et enfin, le traitement, je vais terminer sur cette histoire de sujet que je ne vais pas développer, mais que j'ai développé un petit peu quand même. Tout ce qui est traitement numérique, il y a des départements qui s'occupent que de cela, les images, du son, la reconnaissance vocale. On verra tout à l'heure aussi que c'est important la reconnaissance vocale dans certaines affaires odieuses. Bien sûr, la téléphonie, nous tous qui sommes ici, nous avons notre téléphone. Sachez que par trigonométrie, avec tous les relais qu'il y a autour, on sait tous les gens qui sont ici. Ne faites pas de bêtises ce soir, attention, parce qu'on saura que vous étiez là. Au moins, vous aurez un alibi marqué. Voilà tous les sujets que j'aurais pu développer un peu plus longuement avec vous, mais je vous dis encore une fois, ça sera peut-être à une autre occasion. Quelques points d'histoire maintenant. En matière de sciences criminelles, comme dans toute chose, il est bon, pour savoir où l'on est et où on se projette, il est bon de savoir d'où l'on vient. Pendant des siècles, voire des millénaires, et encore malheureusement dans certains pays de nos jours, la reine des preuves, c'était l'aveu.
Et je vous dis, ça reste encore le cas. Moi, lorsque j'ai été sur proposition du ministère des Affaires étrangères, mais c'était le département, c'était l'Europe qui pilotait ça, en fait, c'était pour essayer de prêcher la bonne parole, pour leur montrer qu'il y avait peut-être d'autres méthodes que celles qu'ils employaient pour faire aboutir une enquête, parce que pour eux, c'était l'aveu. Je ne suis pas certain d'y être complètement arrivé. Je suis resté pourtant 2 ans là-bas, et mes successeurs et mes prédécesseurs, je ne suis pas sûr. Mais enfin, je me dis que s'il y a 8 à 10% de ces gens-là qui ont retenu quelque chose, ben, je n'ai pas perdu complètement mon temps, quoi. Donc l'aveu, disais-je, ça fait partie des recherches, des preuves, bien sûr, mais durant des siècles aussi, on ne peut pas dire que l'Occident, dont la France, on est brillé par notre exemplarité, ce serait même plutôt le contraire. Cela est dû essentiellement aux différences sociales et scientifiques de notre époque. Sachez que 700 ans avant notre ère, sous l'empereur Qing, on réclamait déjà qu'on apporte une preuve de crime avant de condamner, enfin de juger et condamner quelqu'un. Preuve par le témoignage, mais preuve également matérielle. Et les empreintes digitales en faisaient déjà partie. On verra qu'il faudra attendre quelques années, voire quelques siècles pour que ce soit le cas chez nous. On préférait s'en tenir à ce qu'on appelle le jugement de Dieu, ou l'ordalie, on appelle ça des ordalies, l'ordalie de l'eau, l'ordalie du feu. Le feu, ben lorsqu'on prenait quelqu'un qu'on voulait faire avouer un crime possible, on lui mettait sa main au-dessus d'un brasier, ou on le titillait avec un tisonnier bien chaud, et s'il s'en sortait bien, c'est parce qu'il était innocent. Moi, même si je suis innocent, je n'irai pas mettre ma main au feu. Mais il en est resté cette expression, par contre, quand on est sûr de soi, j'en mettrai ma main au feu. D'accord? L'ordalie de l'eau, qu'est-ce que c'est? Ben, les femmes qui étaient soupçonnées de sorcellerie, les femmes seulement. Est-ce qu'il y a plus de sorcières que de sorciers? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce que c'est les hommes qui font les lois? C'est peut-être ça aussi. Donc, lorsqu'une femme était soupçonnée de sorcellerie, on la questionnait un petit peu, et si on n'avait pas d'aveu, eh bien on l'attachait et on la jetait dans les eaux froides d'une rivière, enfin froide de préférence, ça dépend de l'époque. Et s'il survivait, c'est parce que seul le diable avait pu la sauver de cela. Donc on la sortait de l'eau complètement, mais on la menait au bûcher. Et celles qui coulaient, ben, c'est parce qu'elles étaient innocentes. Voilà. Bon, elles ne finissaient pas au bûcher, mais elles ne finissaient pas bien quand même. Il en est resté aussi d'autres expressions dans des conflits où il n'y a pas forcément condamnation à mort. Lorsque 2 protagonistes se combattent sur une terre ou je ne sais quoi, on utilisait ce qu'on appelle l'ordalie de la croix. C'est-à-dire qu'on mettait les protagonistes l'un face à face, comme ça, ils mettaient les bras en croix, et celui qui baissait les bras le premier, ben, c'était lui le coupable, quoi. Il y en a même qui, se sentant pas très bien, ben, embauchaient quelqu'un pour le faire à leur place. Vous voyez la validité du process, quand même, un petit peu. Il en est resté aussi l'expression « les bras lui en tombent » ou « baisser les bras lorsqu'on refuse le combat ». Il y a plein d'expressions comme ça qui viennent de choses pas très claires, quand même. Bon, Saint-Louis, en 1258, trouvera que c'est des trucs un peu barbares, mais il laissera en place la question, bien codifiée cette fois. Je ne dis pas que l'aveu n'est pas nécessaire, au contraire, il l'est vraiment. Je vais vous citer une affaire que vous connaissez tous, la petite Maëlys qui avait été enlevée par Nordan le Landais lors d'une soirée d'un mariage. Voilà. Il l'avait emmenée, il l'avait violée, il l'avait tuée. Il est revenu après pour prêter main forte à ceux qui faisaient les recherches. Et le lendemain, des caméras de surveillance d'une station-service l'ont démontré qu'il passait son véhicule, c'est un 4x4, passait son véhicule au Karcher, dedans, il n'avait rien manqué. Le pensait-il? Parce que l'IRCGN qui est intervenu sur ce véhicule a découvert dans le coffre, sur un tapis de sol du coffre, une micro-goutte, mais c'était quelque chose qui n'était même pas visible à une vue, hein. Une micro-goutte, et ce sang appartenait à la petite Maëlys. Donc l'histoire qui nous raconte après que oui, effectivement, il l'a emmené, mais qu'il l'a tué accidentellement, oui, bon, qu'est-ce qu'elle faisait dans ton coffre, quoi. Ceci dit, il a fait des aveux, il a avoué que c'était lui qui l'avait tué, accidentellement, encore je vous dis, mais il a montré où était le corps de la petite. Et sans cela, les parents n'auraient jamais pu, alors faire le deuil, c'est compliqué de faire son deuil pour une affaire comme ça, mais au moins donner une sépulture décente à cet enfant.
On connaît également la fragilité du témoignage. Vous voyez ce dessin qui illustre un petit peu cela. Nous tous qui sommes là, nous avons une perception un peu différente des personnes qu'on a pu croiser. Alors on pense être objectif, hein, alors moi je suis très mauvais là-dessus en plus, hein. Mais une même personne va être décrite de manière différente. Et parfois il y a des accusations, et il est arrivé aussi qu'on accuse des gens qui étaient pour rien. Je me souviens d'une affaire aussi sur Toulon, une jeune fille qui avait été violée, et en se promenant avec sa mère, avait reconnu son agresseur à la terrasse d'un bar. On prévient tout de suite la police, on arrête l'individu. La jeune fille était sûre d'elle, hein. Heureusement, lors du viol, il y a eu un ADN qui avait été prélevé, ce n'était pas celui-là. Et à contrario, j'en parlerai tout à l'heure dans l'affaire Guy Georges, je ne sais pas si vous connaissez cet individu, des jeunes femmes qui avaient été violées par cet homme, à qui on l'a présenté Guy Georges, ne le reconnaissaient pas. Ils ont même exclu que ce soit lui. Il y a un film qui s'appelle SK1 qui est passé lors du Festival du Polar, qui retraçait très bien cet environnement un peu glauque. Et comme la jeune fille ne le reconnaissait pas, on n'a pas contrôlé l'ADN de Guy Georges parce que la jeune fille ne le connaissait pas. Je trouve que c'est une négligence coupable. Parce que ce garçon a violé, bon ça j'y reviendrai un peu plus longuement, a violé un nombre incalculable de femmes. Donc l'aveu est important, les témoignages aussi, même si on va prendre avec des pincettes. On va s'intéresser à ce qu'il y a la preuve matérielle, c'est ce que moi je prône en permanence. Sur une scène de crime, on recherche la preuve matérielle. On va remonter un petit peu dans le temps, puisque je parlais d'histoire. L'avancée majeure en matière de preuve matérielle, c'est certainement les autopsies qui ont été pratiquées, donc la médecine légale. En France, on n'était pas très bon pour ça, mais il y a un médecin, Ambroise Paré, qui a eu l'occasion de s'illustrer sur nombreux théâtres de guerre, sous François Ier, qui a beaucoup fait avancer la médecine, la chirurgie, et bien sûr, la médecine légale, qu'on appelait donc Medicina Forensis, on y revient. Bien d'autres médecins à l'étranger aussi se sont illustrés. En France, il y a un médecin légiste qui a considérablement fait avancer le sujet, c'est le professeur Lacassagne. Et depuis, il n'y a plus un procès criminel sans l'intervention d'un expert médical. C'est plus possible. On était confronté également à l'identification des délinquants. On avait trouvé une méthode assez radicale qui était de couper une oreille ou le marquage au fer rouge. Bon, à la limite, si c'était très grave, on faisait le 2. Comme ça, on s'assurait de ne pas louper le récidiviste en puissance. Et puis, en 1832, quelques décennies après les années de terreur, on a guillotiné à tour de bras. En 1832, on a trouvé que c'était quand même barbare comme solution, donc on a aboli cette loi. Mais comment faisait-on pour identifier les récidivistes? Ben là, pour cette fois, c'est la France qui va être un petit peu à l'honneur, pour commencer, avec Nicéphore Niepce et Louis Daguerre qui ont inventé la photographie. C'est une vraie révolution. Parce que grâce à cela, on va pouvoir immortaliser, bien sûr, des scènes de crime, photographier de manière rationnelle tous les délinquants et les criminels, et on va créer des fichiers. À l'époque, c'était beaucoup sur Paris, parce que la criminalité est essentiellement sur Paris. Il y en avait ailleurs, mais la préfecture de Paris était très en vogue et très à la pointe sur ce domaine. Toute médaille à son revers, on croule rapidement sous les photographies. On a des dizaines et des dizaines de milliers de photographies, avec des noms, certes, mais les identités à l'époque, c'était comme je te pousse. Et donc, on ne sait plus comment gérer ça. Certes, on a des photographies, on a des beaux fichiers, mais on ne sait plus comment les gérer. C'est ce qui fait qu'on les stocke. Là encore, c'est un Français qui va s'illustrer dans le domaine, c'est Alphonse Bertillon. C'est quelqu'un qui a vraiment fait marquer la police technique et un peu scientifique. Cet homme est embauché en 1869, un peu avec l'appui de son père qui était professeur d'anthropologie, professeur dans une école d'anthropologie. Et donc, il avait également un frère qui était spécialiste en statistique. Mais Alphonse, lui, il ne faisait pas grand-chose. Donc son père l'a pistonné un petit peu pour qu'il intègre la préfecture de police de Paris. Il était à l'époque commis aux Écritures. Et puis on peut supposer que lors de repas dominicaux, ils ont parlé un peu de cette chose-là. Et puis ils ont convenu que tout homme de plus de 20 ans, alors homme, je mets ça avec un H parce que c'est les humains, hein,
tout homme de plus de 20 ans, son ossature ne se modifie plus. Et elle diffère sensiblement d'un individu à un autre. Et cette méthode, qu'on appelle le bertillonnage, ou l'anthropologie judiciaire, va faire un tabac. En 11 ans d'existence, cette méthode va permettre d'identifier 5000 récidivistes. Alors avec toutes les pincettes qu'il faut y mettre, parce que est-ce que c'est toujours fiable à 100%? On peut l'espérer. Comment il procède? Il décide de prendre 9 mesures bien précises. L'envergure, la taille, la hauteur du buste, la longueur et la largeur de la tête, la longueur de l'oreille droite, la longueur du pied gauche, la longueur de la coudée gauche et la longueur du médius gauche. Pourvu qu'il ne manque pas le bras gauche, parce que sinon on n'est pas bien. Donc il procédait un petit peu comme cela. C'est une méthode qui fonctionne bien, qu'on peut associer maintenant à des photographies judiciaires. Et Bertillon va connaître une renommée internationale. On utilise sa méthode d'anthropologie judiciaire du Canada jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc Bertillon monte en flèche dans la notoriété. On va lui demander de perfectionner tout ce qui est recherche d'indices matériels sur les scènes de crime, ce à quoi il s'illustre assez bien. Néanmoins, ou cependant, dans d'autres pays étrangers, il y a quelque chose d'autre qui arrive, ce sont les empreintes digitales. En Argentine notamment, l'Argentin Juan Vucetich est le premier à identifier un criminel grâce à ses empreintes en 1892, c'est pas récent. Hein. Il va essayer de rencontrer Alphonse Bertillon en venant en France, parce que le professeur Bertillon, qui a été bombardé professeur, Bertillon refusera de le rencontrer parce qu'il estime que ça fait du tort à ce qu'on appelle le bertillonnage. Pour lui, il ne croit pas à l'irréversibilité des empreintes digitales. Pour lui, c'est quelque chose qui évolue, ça ne marche pas. L'anglais, Sir Francis Galton, qui est également un anthropologue, fait beaucoup avancer dans ce domaine des empreintes digitales. Et avec Vucetich et Galton, ils conviennent que c'est quelque chose de pertinent. Et donc Bertillon, quand même, il va se dire, bon, ok, je vais rentrer les empreintes digitales dans mes fiches anthropométriques. Bien lui en prend, parce que le 17 octobre 1902, il y a un crime qui est commis dans un cabinet de chirurgien dentiste, un certain monsieur Joseph, je ne sais plus son nom, Auguste Allot. Il porte plainte, il dit voilà, mon majordome a été assassiné, il est ligoté, il a été étranglé, on a brisé des meubles, on a volé 1600 francs et on m'a volé beaucoup de bibelots. Le juge Joliot qui est là, qui mène un peu l'enquête, va demander à Alphonse Bertillon, parce qu'il voit sur les vitres brisées des empreintes de toucher. Il dit ça serait bien que vous preuviez les empreintes. Donc Bertillon va s'exécuter. Et puis, il va comparer ces empreintes digitales avec sa base. Alors l'histoire dit qu'il a fouillé toutes ces empreintes avec les dossiers qu'il a constitués depuis 8 ans. Et puis à un moment donné, Eureka. Les empreintes qu'il a prélevées, c'est celles qui sont en haut, correspondent à un suspect, c'est les empreintes qui sont en dessous. Ces empreintes correspondent à un certain Léon Schaeffer. C'est un cocher, livreur qui a été bertillonné pour des petits méfaits auparavant. Donc Bertillon monte encore en puissance, il dit qu'il a identifié un individu grâce aux empreintes. En fait, l'histoire qu'on ne dit pas, mais que moi je sais, c'est que l'individu, Léon Schaeffer, était déjà connu. Il avait été identifié par des témoins. C'était un vague cousin de la victime. Et le soir même, il s'était retrouvé dans un tripot, enfin, le mot peut-être pas bien approprié, dans un endroit où il y avait des rassemblements d'homosexuels. Et puis de là, ils sont partis faire le coffre-fort du chirurgien dentiste. Et puis l'autre, il s'est dit, non, je ne peux pas faire ça, mon patron, quand même. L'autre, il a zigouillé son cousin. Et Bertillon a été quand même le premier à identifier un suspect en fuite grâce à ses empreintes digitales. Et Léon Schaeffer a été arrêté quelques mois plus tard, du côté de Marseille, comme il avait voyagé. Il a été condamné à la prison perpétuelle, ce qui était une vraie perpétuité à l'époque. Et puis, 10 ans après ces faits, Alphonse Bertillon va commettre une publication très controversée, puisqu'il prétend avoir trouvé 2 individus qui présentent des empreintes digitales tellement similaires qu'elles ont
16 points de minutie. Alors les minuties, c'est les petits zigouigouis, vous voyez, vous savez, les crêtes qui se rassemblent comme ça. On appelle ça des minuties, ou des points de comparaison. Et lorsque j'ai fait une partie de mes études criminalistiques à l'Université de Lausanne, le professeur Margot, qui nous enseignait la bonne parole, m'a pris à part, il m'a dit, tu sais, ton Bertillon, c'est un faussaire. Parce que tous les petits trucs que tu vois là, c'est lui qui l'a fait avec sa plume. Mais pendant des décennies, grâce à ou à cause de la notoriété de Bertillon, eh ben, on a laissé passer une foultitude d'empreintes digitales qui démontraient que, voilà. Ce n'est pas le seul reproche qu'on peut faire à Bertillon, puisque quelques temps auparavant, en 1894, Bertillon reçoit l'ordre du préfet Lépine, le même que pour le concours Lépine, hein, reçoit l'ordre d'examiner les bordereaux compromettants et de le comparer avec certaines écritures, dont celle d'Alfred Dreyfus. Bertillon n'y connaît rien en graphologie. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de graphologie, c'était une vraie science. Hein. Bertillon, lui, ne connaît rien. Il va affirmer, alors de manière scientifique, si on veut scientifique, même devant le tribunal, que Dreyfus a maquillé volontairement son écriture pour pas reconnaître, qu'on ne la reconnaisse pas par rapport aux bordereaux compromettants. Moi, je ne suis pas je ne suis pas du tout graphologue d'ailleurs, mais bon, il faut une bonne dose d'imagination pour trouver que c'est la même écriture. Mais à cause de sa notoriété et de son aura, Bertillon va peser lourd dans la balance. Dreyfus sera condamné à la prison perpétuelle sur l'île du Diable en Guyane. Fort heureusement, il y a d'autres vrais graphologues qui sont intervenus ensuite et qui ont démontré que Bertillon s'était fourvoyé, mais il n'était pas le seul. L'armée s'était fourvoyée, l'État a vacillé aussi à ce moment-là. Bertillon refusera toujours de remettre en cause ses conclusions, même si des vrais experts ont démontré qu'il s'était fourvoyé. Et quand certains experts refusent de remettre en cause leur prétendue omniscience, on appelle ça le syndrome de Bertillon. Alors Bertillon, il est passé à la postérité, mais pas forcément comme il le souhaitait, quoi. Bon, j'ai rien contre Bertillon, hein, rassurez-vous, mais bon, autant dire les choses comme elles sont. Il y a un autre grand personnage qui a beaucoup fait avancer la criminalistique, c'est Edmond Locard, dont les principes sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et c'est le premier qui a créé le laboratoire, le premier au monde, hein, le laboratoire de police scientifique sous les combles du palais de justice de Lyon. Ça a bien évolué. Lyon est en pointe au niveau police aussi, un laboratoire de police. Ils ont un superbe laboratoire et donc l'Edmond Locard, ses principes très pragmatiques sont retenus de nos jours contrairement à ceux de Bertillon. Et les empreintes digitales font un bond en avant grâce à ces personnages. Lors de ma dernière conférence, j'avais beaucoup étudié, mais pendant 1 heure, ça dure 1 heure, donc on va faire plus court, sur les empreintes digitales qui ont plusieurs caractéristiques ou 3 propriétés essentielles. Elles sont individuelles, elles sont immuables, elles sont inaltérables. Individuelles, pourquoi ? Il n'existe pas au monde 2 personnes qui ont des empreintes digitales identiques. Même les vrais jumeaux, j'ai pris deux prénoms de jumeaux que vous connaissez peut-être, les vrais jumeaux qui ont un ADN identique, enfin un vrai jumeau univitélin ou monozygote, comme vous voulez, ont le même ADN, ils ont des empreintes digitales différentes. Vous-même, je vois que vous regardez vos empreintes, monsieur, vous avez raison, nous avons 10 doigts, et nos empreintes peuvent se ressembler, mais elles sont totalement différentes. Nous avons la même chose sous nos pieds. Si vous restez un peu de souplesse, vous irez voir. Je vous assure que nous avons également des dessins digitaux sous les pieds. Donc, empreintes digitales individuelles. Elles sont immuables, pourquoi ? Parce qu'elles prennent naissance, si j'allais dire, elles prennent forme entre le 3e et 4e mois de la grossesse. Ce sont des papilles essentiellement sensitives, qui poussent à la surface du derme, j'ai bien dit le derme, et ces petites crêtes, ces petites papilles vont se rejoindre accidentellement pour former des petites rivières, des petits ruisseaux comme vous voulez. Et tous ces petits accidents que vous voyez un petit peu en filigrane derrière vont rester identiques, sauf en taille, vous l'avez compris, jusqu'à la mort. Tous les petits dessins que vous voyez là ne bougent pas. Le doigt va grandir, les dessins aussi. On a retrouvé des empreintes digitales sur une momie égyptienne. Donc tant qu'il n'y a pas de putréfaction ou d'incinération, les empreintes digitales
sont immuables. Elles sont inaltérables, pourquoi? Parce que seules les blessures atteignant le derme peuvent altérer durablement, blessures ou brûlures profondes. Lorsque le derme est atteint, comme ça m'arrive moi, de temps en temps, je vais bien loin et mes empreintes sont durablement endommagées. Mais pour ceux qui bricolent un petit peu, on s'aperçoit parfois que les empreintes digitales sont quelque peu effacées. Il suffit de prendre quelques jours de vacances ou de faire un petit peu de prison pour que les empreintes digitales repoussent à l'identique. Maintenant, pourquoi laissons-nous les empreintes digitales? Ce n'est pas pour faire plaisir aux criminalistes. Alors j'ai pris un modèle de coupe de la peau qui n'est pas tout à fait conforme à celle de nos mains, parce qu'en principe, je dis bien en principe, on n'a pas de poils dans les mains. Néanmoins, elle est importante cette image, parce que vous voyez, dans les ronds, celle du bas, ce sont les glandes sudoripares, qui est là pour évacuer la sueur. La sueur, c'est plus de 98% d'eau, avec des composants organiques et inorganiques, qu'on sait très bien rechercher avec des produits chimiques. Tout ce que je vais toucher qui est poreux, je vais laisser mes empreintes digitales avec des acides aminés, avec plein de choses comme ça. Malheureusement, si cette empreinte est soumise à une forte chaleur, cette eau va s'en aller, ou s'il y a un excès d'humidité, ça va être délayé. Le rond d'en haut est plus intéressant. À la base du poil, il y a des glandes sébacées. Encore une fois, on n'a pas dans les mains, mais qui, au cours d'une journée, ne va pas se frotter la tête. Il dit, bon sang, comment je vais commettre ce cambriolage? Qu'est-ce que je vais dire à tous ces gens ce soir? Je récupère du sébum. Le sébum, c'est de l'huile. Et tout ce que je vais toucher, je vais le contaminer. Alors moi, je suis un mauvais exemple parce que je ne laisse pas beaucoup d'empreintes digitales, mais tout ce que je vais toucher, je vais le contaminer avec mes empreintes à la fois sudoripares et sébacées. Et on sait rechercher, il y a une foultitude de manières pour rechercher les empreintes digitales. Et de nos jours, on peut quasiment rechercher les empreintes sur tous les supports. Alors, sur des tissus comme ça, c'est un peu compliqué. Le seul tissu qui marche, c'est la soie. Avec des méthodes, avec de l'or et du zinc, enfin, c'est un peu compliqué. On peut rechercher les empreintes digitales sur tout support. Même la peau humaine. Peau humaine, si on suppose un déplacement post-mortem. C'est-à-dire que si vous voyez dans un film un jour quelqu'un qui est étranglé comme ça, puis quelqu'un qui recherche les empreintes digitales, ça ne marche pas. Déplacement post-mortem, la peau du cadavre est figée, on peut laisser des empreintes digitales, on peut les rechercher. Ça, ce sont des expériences qu'on a fait au CHU de Brest. Des gens qui avaient légué leur corps à la science, on s'est assuré qu'ils étaient bien morts, quand même, parce qu'on emploie des méthodes un peu invasives. Donc on peut rechercher des empreintes digitales sur la peau et quasiment sur tout, je répète. Même sur des traces qui auraient été nettoyées, je vous ai parlé tout à l'heure de la petite Maëlys. En fait, le sang qui avait été retrouvé dans le véhicule de Noranda Lelandais, il avait été détecté avec ce produit qui fait bleu, comme ça s'appelle du luminol ou du Blue Star. Et à partir de là, dès qu'on trouve une tache de sang, on la prélève et on peut l'analyser et retrouver potentiellement de l'ADN. Les empreintes digitales qui sont là, même s'ils ont été lavées avec un produit récurrent, on peut détecter la protéine qu'il y avait dans le sang qui reste marquée, même si elle reste invisible. Que fait-on de ces empreintes digitales? Alors depuis Bertillon, jusque pendant un certain nombre d'années, chaque service qui prélevait les empreintes digitales d'un suspect les gardait dans ses propres fichiers. Alors dans le cas de crimes graves, on échangeait des empreintes comme ça, est-ce que tu les as, toi, moi non. Ça mettait un certain temps, avec un succès relatif, quoi. Et puis le 15 avril 90, enfin, on a décidé de la création d'un fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED. Vous pouvez voir ça dans certains récits, le FAED. Les acronymes, on aime beaucoup, je vous ai dit. C'est un fichier qui est commun, police, gendarmerie. Les réponses sont quasi immédiates. Il y a environ 10% de la population qui est dans ce fichier. Il y a quand même un paquet de crapules chez nous. Même. Il y a environ 220 000 traces qui ne sont pas identifiées. Peut-être qu'elles le seront un jour, parce qu'il suffit qu'ils commettent une bêtise et qu'on prenne ces empreintes, et ben, on peut identifier même quelques années plus tard. En fait, les puissants algorithmes du FAED ne savent pas ce que c'est qu'une empreinte. Ils voient des petits trucs comme ça. Lui, il va faire des ronds, il va faire des carrés en orientant un peu les
les crêtes qu'il voit, les dessins papillaires. Il y a un technicien qui est là pour valider, voir si l'ordinateur ne s'est pas trompé. Et après, il ne sait pas ce que c'est qu'une empreinte digitale. Il va garder que les petits points qui ont été matérialisés comme ça. Et dès qu'on lui soumet une empreinte digitale ou une trace, il va chercher dans sa mémoire s'il ne connaît pas quelque chose comme cela. Ça match. On demande à un technicien ou un expert de valider cela en montant un dossier de comparaison. Essayez de vous souvenir de ça quand même, ça sera important pour la suite. Il monte un dossier de comparaison qui servira de preuve ou non. Une empreinte digitale, quelque part, n'est pas forcément une preuve de culpabilité, ça veut dire qu'il y a contact. Ce n'est pas aux experts ni aux techniciens de dire que c'est une preuve de culpabilité. C'est aux enquêteurs. On le voit, la différence dans certaines séries policières, notamment américaines. Les experts, ils font tout. Ils font l'enquête, ils font les recherches, ils font tout. C'est pas vrai. Chacun son métier. Donc la pertinence des empreintes digitales n'est plus à démontrer et je crois qu'elle restera longtemps, mais forcément, les gens qui sont pétris de bonnes intentions l'ont bien compris aussi. Bien souvent, ils mettent des gants. Fort heureusement, parfois, ils oublient. Avançons dans le temps, parce que le temps avance aussi. Il y a quelque chose qui est venu bousculer définitivement et de manière extraordinaire la criminalistique, c'est l'ADN. Pour rappel, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Comme c'est un peu long à dire, on va se contenter de ADN, acide désoxyribonucléique. Qu'est-ce que c'est? Pour rappel, ceux qui ne savent pas trop ou qui ont un petit peu oublié, chaque individu que nous sommes composés de 70 000 milliards de cellules. Dans chaque cellule, il y a un noyau. Dans ces noyaux, il y a des chromosomes. Et nous avons 23 paires de chromosomes. 22 paires qui sont communes aux hommes et aux femmes, qu'on appelle autosomes, et une paire sexuelle, XX pour les filles, XY pour les garçons. Donc, je répète, chaque chromosome est constitué d'un chromosome, chaque paire de chromosomes est issue d'un chromosome issu du père et de la mère. Les gènes sont donc en 2 copies. Et un profil ADN, ça se présente un petit peu comme ça. Et on a codifié, parce qu'il y a certains éléments chimiques dans les petits barreaux de l'échelle que vous voyez comme ça, on appelle ça des allèles. D'accord? C'est important de se souvenir de ça aussi. Donc chaque allèle est composé d'éléments chimiques, A, T, C, G. Je vais faire plus court, vous pouvez lire les noms qui sont en dessous. Et cet ADN, il est où? En fait, il est partout. Dans notre corps, de la racine de nos cheveux jusqu'à la pointe des pieds, c'est le même partout. Dans tout ce que nous pouvons expulser, la salive, du sang, du sperme, des excréments, on peut retrouver notre ADN. Tout ce que je touche, potentiellement, je peux laisser mon ADN. Attention, hein. Faites pas n'importe quoi maintenant. Un petit rappel encore de la cellule. Qu'est-ce que c'est? La cellule génomique, donc où est le noyau, si vous voulez. 50% du père, 50% de la mère. Contient, ils ont calculé quand même, ça correspond à un manuscrit de 3 milliards de caractères. J'ai fait un rapide calcul comme ça correspond à 7000 de mes ouvrages. Ça fait beaucoup de lecture quand même. Paradoxalement, cet ADN peut rester longtemps, puisqu'on en trouve dans la période des dinosaures, mais il peut également être très fragile. S'il est soumis à des conditions atmosphériques ou des éléments un peu invasifs, il peut être rapidement détruit complètement, ou très altéré, et donc être moins pertinent. Il y a un autre ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Vous avez la cellule, le noyau au milieu, et les mitochondries, ce sont ces choses vertes. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins le carburant de la cellule. Cette mitochondrie vient de l'ovule seulement. Et donc seule la mère va transmettre cet ADN mitochondrial à ses descendants, garçons et filles, mais seules les filles pour le transmettre à leur descendance, indéfiniment s'il n'y a pas de rupture dans la chaîne des filles. Il est un petit peu moins pertinent que l'ADN nucléaire, mais il est plus résistant. C'est peut-être un peu technique, mais c'est important quand même de savoir toutes ces choses-là. Donc, on sait que le caractère héréditaire de l'ADN est connu depuis longtemps, ne serait-ce que par les ressemblances physiques. Hein. On voit bien quand même qu'il y a certaines ressemblances, mais c'est qu'en 1984,
que ça s'est vraiment matérialisé. C'est Alex Jeffrey qui était dans son laboratoire de Leicester. Il a fait une expérience en radiographiant un ADN de son assistante. Il a trouvé que ça ressemblait beaucoup à un code barre. Bon, d'accord. Il a demandé à son assistante de prélever l'ADN de sa famille, il n'a pas fait que la sienne. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grosse correspondance entre une partie de l'ADN du père et une partie de l'ADN de la mère. Ça veut dire que, tiens, on voit quand même qu'on a 50% du père, 50% de la mère. C'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Lui, c'est pas trop, c'est une trouvaille intéressante, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Les criminalistes anglais, eux, vont comprendre très vite ce qu'ils peuvent en faire. Ça peut être très, très intéressant. Et paradoxalement, la première utilisation n'est pas pour confondre quelqu'un d'un crime, mais c'est plutôt le contraire. Il y avait un jeune homme de 17 ans qui était accusé, que tout accusé, hein, d'avoir tué, violé et tué sa petite amie. Lui-même n'était pas trop certain de ne pas l'avoir fait, mais son ADN qui avait été prélevé sur la victime a démontré que ce n'était pas le sien. Il y a eu plusieurs affaires comme ça en France où on avait accusé des gens. Ils avaient avoué, mais ce n'était pas eux. L'ADN a démontré que ce n'était pas eux. Alors lorsqu'il n'y avait pas l'ADN, je ne vous raconte pas le nombre de gens qui ont été condamnés et pour certains raccourcis. Comment prélève-t-on de l'ADN sur une scène de crime? Alors là, je vous ai mis des traces sanglantes. Bien sûr, c'est ce qu'on va prélever en premier. Mais bien souvent, on fait des recherches, des prélèvements un petit peu à l'aveugle, parce que c'est invisible l'ADN. Donc sur un volant, sur un levier de vitesse, sur une poignée de porte, sur des vêtements, s'il y a eu un poignade, s'il y a eu viol, s'il y a eu une bagarre, on va faire ces prélèvements à l'aveugle, avec des écouvillons stériles, retenez ça aussi. Sur un témoin ou un suspect qui a pu laisser malencontreusement son ADN, on va frotter l'intérieur de la joue avec un petit bâtonnet, avec un embout en mousse. On va prélever quelques cellules épithéliales sur lesquelles il y a d'ADN. On va le transférer sur les papiers roses. Vous voyez un petit peu, c'est un papier FTA. Ça ne vous sert pas à grand-chose ce soir, mais les prélèvements, plus les petits, ce qu'on a fait sur les témoins, ça va être envoyé au fichier. Pareil, qu'est-ce qu'on fait de cela? Tous les laboratoires qui étaient amenés à faire des prélèvements, gardaient ça précieusement dans leur fichier. Lorsqu'il y avait des cas très graves, bon, on interrogeait tel ou tel fichier, on le faisait si on n'était pas submergé de travail, si on avait le temps, si ça nous paraissait intéressant, c'est-à-dire pas assez souvent. Beaucoup d'affaires n'ont pas été élucidées à cause de cela. Et puis, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique, un certain Guy Georges, qui s'est illustré entre 1990 et 1998 en violant et tuant 7 jeunes femmes et agressé 14 autres. Je parlais de l'affaire Guy Georges, le film Esquin tout à l'heure. Une de ses victimes ne l'avait pas reconnu. Donc, on n'avait pas rattaché cette affaire à lui. Et puis, il y avait une guerre des polices, mais dans les au sein de la préfecture de police de Paris. Hein. Savoir quel groupe allait interpeller le suspect en premier. Et donc, on en était arrivé, enfin, ils en étaient arrivés, à cacher des indices qu'ils avaient, des preuves qu'ils avaient dit. Moi, je trouve que c'est criminel, hein, entre nous. Hein, parce qu'il y a des jeunes femmes qui ont été tuées à cause de cela. Et puis un jour, il y a le juge Gilbert Hill, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les affaires judiciaires maintenant, qui est en retraite et qui se prononce beaucoup. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur les femmes tueuses, tout un programme. Gilbert Hill a pris cette affaire en main, il a réuni tous les enquêteurs, il a dit « on arrête les conneries ». Textuellement, on arrête les conneries maintenant, tout le monde travaille dans le même sens. Il a obligé tous les laboratoires, qu'ils soient institutionnels ou privés, à se prononcer. Le professeur Olivier Pascal étant son nom, de l'IFEG de Nantes, avec qui je collaborais donc, a appelé le juge Thiel, il lui a dit « moi, je l'ai. C'est Guy Georges ». La police est prévenue, on recherche Guy Georges. Il y a un policier facétieux qui a trouvé que c'était intéressant de prévenir les médias. Et la photo de Guy Georges s'affichait dans toutes les unes de presse. Guy Georges, bien sûr, passe devant ces affiches et essaye de prendre la poudre d'escampette. Il se planque pendant plusieurs jours. Fort heureusement, il y a une patrouille de police qui va l'arrêter. Et après un procès fleuve qui va durer plusieurs semaines, il sera condamné à la perpétuité en 1998 avec une peine de sûreté de 22 ans
Ça veut dire qu'il est libérable depuis 2020. Fort heureusement, il n'a toujours pas été libéré. Donc suite à ça, quand même, le juge Thiel plus Olivier Pascal, ainsi que d'autres, ont dit, on arrête, on fait un vrai fichier automatisé des empreintes génétiques. Alors au début, c'était que pour les affaires criminelles à caractère sexuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de... C'était pas très pertinent comme fichier. À ce jour, quand même, il y a 3,5 millions de profils génétiques dedans et 500 000 traces qui ne sont toujours pas identifiées. Pareil, comme pour les empreintes digitales, c'est quelque chose qui peut ressortir après. Avant, lorsqu'on retrouvait un ADN, il fallait une quantité de matière assez importante. Sang, sperme. Il fallait une grosse matière pour trouver un bon profil ADN. Avec le temps, ça s'est amélioré. On a inventé des machines qui amplifient l'infiniment petit. De nos jours, une seule cellule suffit pour avoir un profil génétique. La méthode PCR, on appelle ça. Et donc, on identifie l'infiniment petit. Cela permet de résoudre quelques cold cases, c'est-à-dire des affaires non élucidées, qu'on ne trouvait pas, il n'y avait rien. Donc, on ressort des vieilles affaires comme ça. Il y a un département police-gendarmerie qui ressortent ces affaires. On avait essayé d'inviter, je ne sais plus comment elle s'appelle, une autrice là, qui manage cette enquête, ces enquêtes-là. Et on ressort beaucoup d'affaires. Pas assez. Parce que le système a des limites. La loi prévoit qu'on utilise 15 marqueurs d'un profil génétique. Ce sont des marqueurs non codants. Non codants, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est un homme et une femme, c'est tout, mais on ne sait pas son ethnie, s'il est blanc, s'il est brun, s'il est blond, s'il est grand ou petit, parce qu'il y a tout ça dans notre ADN. On n'a pas le droit de le faire. Donc il faut 15 marqueurs. 15 profils. En janvier 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, une jeune et jolie banquière qui est rentrée chez elle après un repas avec un ami. Donc c'est pas récent, ça fait 22 ans quand même, mais c'est quelque chose qui a défrayé la chronique pendant plusieurs années, pendant 9 ans précisément. Et donc elle était poursuivie par un véhicule qui a commencé à la pousser un petit peu dans le décor. Elle a très bien compris ce qu'on lui voulait. Elle a eu le temps de prendre son téléphone, de composer le premier numéro qui venait à l'esprit, c'est-à-dire le 18. Elle est tombée sur les pompiers. Elle n'a pas raccroché. Un second choc a propulsé son véhicule dans le champ. Tout a été enregistré par les pompiers. Elle a été agressée. Elle a été violée. Elle a été tuée. Plusieurs jours plus tard, on a retrouvé son cadavre dans une décharge publique. C'est une décharge sauvage même. Elle était en partie calcinée. Les tics, c'était en janvier. Il faisait froid. Les tics qui sont intervenus, c'est les techniciens de la gendarmerie qui interviennent sur les scènes de crime, ont prélevé le sperme, donc l'ADN du violeur. Et ce profil génétique a été comparé à toute la base du FNAG, le fichier des empreintes génétiques. On n'a rien trouvé. Est-ce qu'il n'y avait rien? On ne sait pas. Est-ce que la personne était décédée? Est-ce qu'elle était partie? Il n'y avait rien. Monsieur Kulik a remué ciel et terre, le père de la jeune femme. Il est même monté jusqu'au président Sarkozy, qui lui a affirmé que tout serait mis en œuvre pour essayer d'identifier les violeurs de cette femme. C'est vrai que tout a été mis en œuvre. Un profil ADN, ça coûte cher à faire. Ça coûte dans les 300 € à peu près. On a testé 6000 personnes. Ça fait du monde, dans tout l'entourage, 10 000 hommes bien sûr. Ça ne donnait rien. Et puis un jour, ça ne donnait rien, pourquoi? Parce qu'il fallait 15 marqueurs génétiques. Et dans ces 15 marqueurs, il y en a 15 qui viennent du père, 15 qui viennent de la mère, ça veut dire qu'il y en a 30. Et puis il y a quelqu'un qui a travaillé comme chef de laboratoire biologie à l'IRCGN, qui par le gré des mutations a été muté à la section recherche d'Amiens, qui a pris ce cold case à bras-le-corps, et puis qui s'est rendu compte que vraiment tout avait été fait par les enquêteurs pour découvrir les assassins. Tout, peut-être pas.
Puisqu'il s'est dit, si on prend les 30 à l'aile, du coup, si on n'en prenait que la moitié, peut-être qu'on aurait le père, peut-être qu'on aurait la mère. Ce n'était pas permis par la loi, ce n'était pas interdit non plus. Il a juste fallu d'un petit décret qui modifie cela, ce qui a été fait. Ce qu'on a fait donc, et de nouveau, on a proposé ce profil génétique au FNAEG avec seulement 15. Ça match. Le père du violeur était connu, pour d'autres méfaits, était connu. Un certain Grégory Viard, Grégory Viard, le problème c'est que cet individu est décédé dans un accident d'automobile 1 an après le viol. Accident ou suicide, on n'a jamais su. On fait une exhumation de ce garçon, on prélève son ADN dans la moelle osseuse de son fémur. C'est bien lui, c'est le violeur, mais bon, et cette action de l'action publique vu qu'il est décédé. On s'intéresse à son entourage. Souvenez-vous que le viol, l'agression avait été enregistré. Le département son de l'IRCGN reprend à bras le corps ce dossier et le compare avec l'entourage de Grégory Viard. Et il y a un homme qui s'appelle Willy Bardon, dont la voix correspond complètement. Même son entourage, de ce Willy Bardon, il dit oui, bien sûr, c'est lui, c'est Willy. Et puis il y a d'autres éléments qui montrent que c'est lui. Willy Bardon ne voudra jamais reconnaître l'affaire. Il sera condamné en première instance à 30 ans de réclusion, il faut rappel. Il sera condamné en 2021, c'est pas très peu, il y a 3 ans, à 30 ans de réclusion criminelle également. Vous voyez, entre 2002 et 2021, il s'est passé quelques temps, mais c'est une affaire qui était quand même résolue, grâce à l'ADN. On est confronté à propos de l'ADN, à la non-préservation des indices. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire du petit Grégory Villemain. Là, on a un cas flagrant du fiasco extraordinaire que ça peut être au niveau de la criminalistique et de l'enquête aussi. Et donc, régulièrement, on ressort des indices parce que c'est une affaire qui n'est pas prescrite. Vous savez qu'il y a un délai de prescription. Ça fait plus de 30 ans, bien sûr. Mais le délai de prescription ne s'enclenche pas tant qu'il y a des actes qui sont commis par la justice. Si on fait des recherches d'ADN, voilà. Et donc, il n'y a pas très longtemps, la belle-sœur de Bernard Laroche, qui avait été soupçonnée de l'enlèvement et du meurtre de l'enfant, qui a été tué par le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemain, qui l'a assassiné. Sa belle-sœur a été mise en garde à vue encore et emprisonnée. On l'a relâchée, faute de preuves, parce qu'elle qui avait dénoncé son beau-frère était revenue sur ses aveux. Et aujourd'hui encore, on n'a pas de certitude. Moi, je pense qu'on en a, mais des certitudes, ça ne suffit pas. Il faut le démontrer, il faut des preuves. Et pour l'instant, on n'en a pas. J'espère qu'un jour, je ne sais pas si je verrai ça de mon vivant, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un aura des remords et dira effectivement, c'est un tel et un tel. Un autre colcaise que vous connaissez forcément, c'est pas un colcaise, du coup c'est une affaire qui a été résolue, parce que c'est l'affaire Omar Haddad, c'est en 1991, ce jardinier qui avait été soupçonné, et même fortement soupçonné d'avoir tué son employeur, Madame Marshall, qui s'était enfermée dans la chaufferie, qui avait été assassiné bien sûr, et qui avait désigné son assassin en écrivant sur la porte, après l'avoir barricadé de l'intérieur, c'était compliqué de rentrer. Omar m'a tué. Alors, on a dit, c'est pas possible que Mme Marshall fasse des fausses d'orthographe aussi grossières. Omar m'a tué, c'est pas ER. Bon, qui ici n'a jamais fait de faute d'orthographe? Levez la main, moi je mets la mienne dans ma poche. Chacun fait des fautes. Et est-ce que lorsqu'on est en train de perdre la vie, on n'a pas le droit à ce petit écart? Je ne suis pas sûr. Omar Haddad, malgré le talent de son avocat Jacques Vergès, a été condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle. Le président Jacques Chirac lui a accordé une grâce partielle, pas totale. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, mais il y a une grâce. Pourquoi? J'en sais rien. Et depuis ce jour, Omar Haddad se bat avec ses avocats pour faire réviser le procès, en disant, oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres traces ADN sur la porte? Oui, ce serait étonnant qu'il n'y en a pas. Tout le monde y a touché à cette porte. Dans le greffe du tribunal où elle était, elle n'était pas protégée. Là, vous voyez un expert en graphologie qui va y toucher aussi forcément. Donc on a retrouvé une foultitude de profils ADN masculins, mais ça ne dit pas pourquoi. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'Omar Haddad. Enfin, chacun pense ce qu'il veut de cette affaire.
Voilà pour l'ADN, enfin presque, voilà. La médaille d'or, elle n'est pas olympique, mais je crois que l'ADN peut avoir sa médaille d'or. Est-ce que pour autant, c'est la fin du crime parfait? Est-ce que c'est le Graal à tout prix? Ou non? Il y a quelques écueils. En effet, il y a des fausses pistes dont les techniciens ou experts et les enquêteurs doivent se méfier. Parce que des petits malins qui se rendent sur des endroits de cambriolage ou de crime prélèvent, avant d'intervenir, des mégots de cigarettes comme ça dans les cendriers d'un bar, par exemple. Et pour amuser un petit peu la galerie, ils vont disséminer ces indices. Ou parfois prélever un verre sur lequel il y aura des empreintes digitales. Bon là, j'ai laissé la bière dedans pour qu'on la voit bien, mais le verre est vide et on pose ça, le verre, avec des empreintes digitales et l'ADN, alors qu'il n'a rien à voir sur cette scène de crime. Je vous ai mis également un préservatif, parce qu'il n'y a pas très longtemps de cela, un gardien d'une résidence avait violé et tué une des jeunes femmes qui habitait au-dessus, et il avait remarqué qu'une de ces dames qui habitait également au-dessus recevait beaucoup d'hommes, et dans la poubelle qui était en dessous, il y avait souvent des préservatifs. Il a prélevé des préservatifs, il a laissé du sperme sur la scène de crime pour essayer d'aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste. Malheureusement pour lui, il y avait d'autres choses qui permettaient de le confondre. Il a été lourdement condamné il n'y a pas très longtemps non plus. Donc ce sont des fausses pistes, et ça demande beaucoup d'humilité, si vous voulez. Quelque chose aussi qui peut nous induire en erreur, c'est l'ADN qui est transféré involontairement. Aux États-Unis, il y avait une histoire de tueurs en série où, dans plusieurs États, il y a un ADN qui était relevé sur des scènes de crime. Pensons que c'est un sacré voyageur, celui-là. Et puis, avant qu'on se rende compte que cet ADN, il était sur les gants qu'utilisaient les techniciens, parce que la personne chargée de conditionner les gants, malgré ses précautions, laissait son propre ADN sur les gants. Donc on a promené les enquêteurs comme ça pendant longtemps. Je vous ai parlé tout à l'heure des couvillons stériles pour prélever le sang et l'ADN. C'est également arrivé en France, une personne qui utilisait des couvillons comme ça pour trouver un ADN, avait laissé son propre ADN dessus. Et moi, lorsque j'œuvrais au sein de l'IFEG, on est tous avec des charlottes, des masques, double paire de gants. Et il y avait une technicienne, malgré ses précautions, laissait régulièrement son ADN sur les échantillons qu'il analysait, donc c'est embêtant. Le laboratoire était obligé de se séparer d'elle, malheureusement pour elle. Un autre transfert d'ADN qui est embêtant, nous tous qui sommes ici, nous sommes beaucoup à nous être serré la main. Je serrais la main de Yvan, je serrais la main de tout le monde, voilà. Et potentiellement, j'ai transféré mon ADN à quelqu'un d'autre, et comme maintenant on est capable d'analyser l'infiniment petit, une seule cellule suffit, quand on se serre la main, on laisse quelques cellules comme ça, dans la main de l'autre, et on va promener notre ADN un peu comme ça partout. Et potentiellement, alors tenez-vous tranquille ce soir, j'ai pas envie que mon ADN soit quelque part où il n'a pas lieu d'être, on peut trouver l'ADN de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ni les mains dans un endroit. Donc il faut rester humble aussi, oui, aussi. Il y a un autre transfert d'ADN qui est particulier. Nous sommes un peu moins nombreux à nous être embrassés sur la bouche ce soir, mais néanmoins c'est pareil. Lorsqu'on s'embrasse sur la bouche, on prend un peu de bactéries, bien sûr, au passage. On prend un peu de l'ADN de l'autre. On peut potentiellement le transférer sur les lèvres de quelqu'un d'autre. Mais surtout, on peut le transférer, par exemple, sur un verre, quelque part, où l'autre qui a été embrassé n'a jamais mis les pieds. Donc là encore, tenez-vous tranquille. Toujours à propos de la génétique, alors je vous ai dit, on n'a pas le droit, en France, de s'intéresser à la partie codante d'un ADN. On sait seulement que c'est un homme ou une femme. D'autres pays ont un peu moins de scrupules que nous et commencent à s'intéresser au portrait robot génétique. Moi, je suis persuadé que d'ici quelque temps, on va y avoir droit aussi. Vous voyez, à votre gauche, je ne dis pas de bêtises, le portrait robot qui a été généré par l'intelligence artificielle à partir du profil génétique d'une personne. À droite, c'est la photo de la personne qui a laissé volontairement son profil. Bon là, ils ont un petit peu de chance sur la longueur des cheveux, mais quand même, vous voyez la pertinence de la forme du visage, des yeux, du nez, de beaucoup de choses comme ça. Notre code génétique renferme tout cela. Les cheveux, c'est aléatoire parce qu'on ne les garde pas tous, et puis on ne les garde pas, la couleur est déterminée à la naissance. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais blond et frisé comme un mouton. En vieillissant, ils sont devenus bruns, puis vous voyez la tête qu'ils ont maintenant. Donc les cheveux, c'est aléatoire.
Mais et puis il y en a qui les perdent aussi. Donc je pense que c'est un avenir, ça, et que ça va arriver très bientôt. Vous voyez les portraits robots qui pouvaient être générés de manière avec des témoignages. Ici, nous avons le portrait robot qui a été fait grâce au témoignage de certaines victimes de Guy Georges. Vous voyez Guy Georges, lorsqu'il a été arrêté, il fallait une bonne dose de perspicacité pour arrêter cet individu grâce à son portrait robot. La reconnaissance faciale. Alors, pendant les Jeux Olympiques, on craignait, en France, on craignait certains individus. Il avait été question, je ne sais pas si ça a été fait, il avait été question d'utiliser la reconnaissance faciale. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de problème chez nous. Non, je ne pense pas que ça a été fait parce que, encore une fois, la CNIL veille au grain. Mais dans certains pays, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Nous sommes allés en Chine avec mon épouse quelques semaines, c'est un pays magnifique. Mais là, je peux vous dire qu'on est fliqué, on est scanné partout où on passe. On ne risque pas de passer inaperçu. En 1988, le petit Mao Yin, qui avait 2 ans, a été enlevé et vendu à un couple sans enfants. C'est un véritable fléau là-bas. Les Chinois ont trouvé une méthode, mais ça existe aussi pour nous, ça, le vieillissement des portraits. C'est-à-dire qu'on parle de portrait d'un enfant, on regarde ce qu'il deviendrait une fois adulte. Ils ont comparé ce portrait du petit Mao Yin et d'autres enfants qui avaient été enlevés à la foultitude de personnes qui étaient scannées comme ça dans tous les milieux publics. Et il y en avait, il y en avait. L'intelligence artificielle a retrouvé le petit Mao Yin qui avait bien grandi. On a prélevé son ADN avec son consentement. On a retrouvé ses parents génétiques. Il avait 2 ans lorsqu'il a été enlevé. Il ne se souvenait absolument de rien. Il a préféré rester avec les parents qui l'avaient élevé. Mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver chez nous aussi à court ou moyen terme. Enfin, je vais aborder une affaire un peu grave. Celle-ci, c'est la recherche du petit Émile qui avait disparu le 8 juillet 2023 dans une commune de Haute-Provence, des Alpes de Haute-Provence, pardon. Tout a été mis en œuvre par les gendarmes, mais immédiatement. Des hélicoptères ont été déployés. Des gendarmes, des policiers, des militaires, la population a été mise à contribution pour faire des fouilles, des battues énormes. On a utilisé des drones avec des caméras infrarouges. Lorsqu'on est vivant, on émet une chaleur. Lorsqu'il y a un mort, la putréfaction dégage aussi de la chaleur. On n'a rien trouvé. On avait utilisé des chiens qui avaient suivi une piste un certain temps, mais c'est le 8 juillet, il faisait très chaud, la truffe des chiens est très fragile. Ils se sont ratés rapidement. Après, on a utilisé ce qu'on appelle, c'est un chien Saint-Hubert. C'est un phénomène, ce chien-là, pour la recherche de vivants, mais surtout de cadavres. Et on trouve des cadavres n'importe où. Il n'a rien trouvé. À Pâques, cette année, une promeneuse a retrouvé au bord d'un chemin, dans la forêt, à 1 kilomètre de la disparition, à quelque chose qui ressemblait à un crâne. Elle a très vite compris de quoi il s'agissait. Elle a pris des précautions. Elle a prélevé ce crâne. Elle l'a emmené chez elle. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Elle avait peur que le crâne disparaisse ou elle avait peur de ne pas retrouver l'endroit exact. Toujours est-il qu'elle a pris un sac plastique, elle l'a mis, elle l'a emmené chez elle, elle a appelé les gendarmes, elle donnait rendez-vous quelque part, elle ne voulait pas qu'on l'identifie. Ce crâne a été envoyé en hélicoptère à l'IRCGN, ça a été très vite, on a vu tout de suite que c'était le crâne du petit Émile. Est-ce qu'on a fait des recherches digitales sur ce crâne? Je ne sais pas, mais c'est possible maintenant de faire des recherches digitales sur un crâne grâce à une méthode qu'on appelle la métallisation sous vide, qu'on utilise de l'or et du zinc du coup. À ce jour, on a retrouvé d'autres ossements du garçon, on a retrouvé d'autres vêtements. On a longtemps privilégié le fait qu'il s'était égaré et qu'il était mort accidentellement. Honnêtement, c'est ce qui nous plairait le plus, mais la piste criminelle n'est pas écartée et les enquêteurs sont toujours dessus en permanence. Là, je vais être obligé d'utiliser des images un peu plus dures aussi pour illustrer mon propos. Tout ce qui est la morpho-analyse. Qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse des formes des taches de sang qui est très importante. Lorsqu'il y a un meurtre comme celui-ci, c'est quelque chose qui m'a marqué durablement. Celui-ci, c'était dans la Sarthe. Un homme qui avait tué son frère à coups de feuille de boucher, son épouse, que vous voyez ici, j'ai flouté un petit peu parce que je ne sais pas si des âmes sensibles. Il a quasiment décapité les 2 fillettes qui étaient là aussi, un coup de feuille de boucher. Donc là, vous voyez qu'il y a des saignements un peu particuliers. Vous voyez sur les meubles, il y a ce qu'on appelle du sang artériel, donc le sang qui gicle. Et vous voyez sur le dessin de gauche un petit peu les taches de sang, les projections qu'elles font.
Ça peut être l'arme, quand on lève l'arme, qu'on la rabat, on projette du sang. La machine à laver qui a reçu un coup de feuille de boucher, c'est là qu'ont été massacrées les gamines. C'est pas facile, hein. À chaque fois que j'en parle de ça, ça me marque un petit peu parce que j'ai fait toutes les autopsies et c'était pas une partie de plaisir. Et donc on analyse ces taches de sang, des algorithmes bien particuliers qui démontrent d'où ont été portés les coups, de bas en haut, de haut en bas, sur le côté, par une arme à feu, par une arme blanche. Et c'est quelque chose qui s'est largement illustré dans l'affaire Flactif ou la tuerie du Grand Bornand. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, c'est pas récent, c'est en 2003. Un promoteur immobilier avait disparu avec son épouse et ses 3 enfants. Son véhicule avait un 4x4 avait été découvert près d'un aéroport en Suisse, donc on a laissé penser que ça pouvait être une fuite à l'étranger parce qu'il y a quelque chose de sortide. Les enquêteurs ont eu une autre vision de cela, ils ont fait venir l'IRCGN qui est resté 1 semaine dans ce chalet. Ils ont prélevé tout ce qu'il y avait de prélevable, du sang qui avait été nettoyé grâce au luminol, et ils ont monté un scénario, élaboré un scénario qui s'est avéré exact. C'est-à-dire que les 3 enfants ont été tués en premier à coups de feuille de boucher, je suis resté avec ma feuille de boucher, à coups de bûche. Le premier, c'était le petit Grégory, âgé de 6 ans. La seconde, c'était Sarah, âgée de 10 ans. Et Laetitia, qui était entre les deux, 9 ans, a compris tout de suite ce qu'on lui voulait. Elle est montée à l'étage du chalet que vous voyez là, l'escalier en bois. Elle s'est réfugiée derrière son lit, en espérant qu'on l'oublie. Elle a entendu les marches de l'escalier grincer. Elle a entendu son agresseur monter. Bon, ça, c'est le scénariste qui le dit. Hein. Elle a été retrouvée, et là, elle a été massacrée sur place avec le même objet. La mère, qui est arrivée peu de temps après, a été massacrée, et le père, M. Flactif, lui a été tué avec une arme à feu. L'auteur, David Otia, a emmené les corps en forêt pendant 3 jours. Les corps ont brûlé, il ramenait du bois et des carburants. On a retrouvé sur place quelques infimes ossements et des dents qui ont permis d'identifier les enfants notamment. Après plusieurs mois d'enquête, je ne vous passe ces détails, c'était assez long, David Otia a été interpellé, il a commencé à nier, mais il y avait son ADN un peu partout. Il a fini par avouer, et tout ça, c'était qu'une affaire de jalousie. Il a pris 30 ans en 2003, de réclusion, en 2003, je dis bien, de réclusion criminelle, dans la perpétuité. Et puis, sa femme et son complice ont pris 15 ans et 1 an. Tout ça pour une affaire de rancœur et de jalousie. Ça veut dire par là que sans cette discipline, la morpho-analyse, on ne saurait peut-être pas un scénario, parce que l'autre, il disait n'importe quoi. Hein. Vous voyez un petit peu que comme la criminalité, la criminalistique évolue en permanence, quoi. Alors, quelles seront les évolutions à venir pour paraphraser un petit peu l'humoriste Pierre Dac, il est toujours difficile de prévoir l'avenir, surtout lorsqu'elle concerne le futur. Mais plus sérieusement, il y a des choses qu'on pensait inimaginables il y a 10 ans et qui sont banales maintenant. Et à contrario, des choses qui nous paraissent impossibles maintenant, qui à moyen terme ou à court terme vont devenir possibles. Les techniciens doivent s'adapter en permanence pour faire face à des problèmes de bactéries, radiologie. On gère différemment maintenant les scènes de crime par modélisation au laser. Et depuis, je ne sais plus qui j'en parlais tout à l'heure, est arrivé quelque chose qui nous est tombé dessus, c'est l'intelligence artificielle qui peut être potentiellement un espoir. Alors, ce soir, ce serait présomptueux de détailler cela en quelques minutes, parce que c'est un sujet très très vaste. Mais c'est vrai que l'avènement d'Internet a changé nos façons de vivre. On est perdu, hein, si on n'a plus Internet, si on n'a plus notre téléphone, si on n'a plus l'ordinateur, si on a une coupure, bah, comment on fait, quoi? On a vu ça avec la coupure de courant qu'il y a eu l'hiver dernier. On a craint à un moment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle d'être confronté à Terminator. Je ne dis pas qu'il arrivera, mais cette intelligence artificielle s'est installée petit à petit dans nos vies et on ne sait plus, encore une fois, s'en passer. Elle a beaucoup bouleversé les choses. Et bien sûr, il y a des petits malins qui ont une intelligence qui n'est pas artificielle, celle-ci, et des cybercriminalistes qui interviennent. Moi, je ne sais pas si vous recevez beaucoup de mails frauduleux, mais moi, c'est quasiment tous les jours. Je reçois des mails frauduleux, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur. Alors, la meilleure façon, c'est d'être prudent, bien sûr, mais chacun de nous peut être victime un jour d'un cybercriminaliste.
un cybercriminel, je dis bien, ouais. Une simple enceinte Bluetooth, un frigo connecté, la domotique d'une maison sont des sources de pénétration dans vos données personnelles. Alors on ne peut plus continuer de vivre non plus, il faut continuer, mais il faut rester prudent. Et pour ça, justement, il y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui vous donne plein de conseils et potentiellement vous pouvez dénoncer des crimes ou des délits si vous êtes victime d'une attaque de cybercriminalité. Bien sûr, il y a la cyberjustice maintenant, et c'est normal. Et d'ailleurs, le FAED comme le FNAG en sont l'illustration. C'était généré par l'intelligence artificielle. Il y a d'autres logiciels qui nous permettent également, qui permettent aux enquêteurs de gérer un petit peu toutes les informations qu'il y a, parce que lorsqu'il y a une pléthore de suspects, pléthore d'enquêteurs un peu partout en France ou ailleurs, pour gérer tout ça intellectuellement, c'est compliqué. Et donc, il y a des logiciels qui permettent de pallier à cela pour alerter, à dire attention, celui-ci a dit telle chose, c'est corroboré par un autre, c'est contredit par un autre. Le téléphone de monsieur était là, à tel endroit, celui-ci aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que ça aide les enquêteurs. Alors voilà, c'est d'autres sujets que j'aurais aimé explorer avec vous. C'est l'odeur du crime, c'est un sujet extraordinaire. La signature olfactive, mais là aussi c'est un petit peu long. Ouais, je pense qu'on y reviendra. Tout ce qui est entomologie médicale, pour déterminer la datation d'une mort, l'entomologie médico-légale permet de dater une mort à une demi-jour d'après sur une longueur de 6 mois. Donc c'est loin. Bien sûr, tout ce qui est reconstitution faciale. Enfin, il y a plein de sujets que j'aborderai peut-être avec vous une autre fois. Vous voyez que le champ des possibles est ouvert à tout le monde. Et le chemin parcouru depuis Ambroise Paré jusqu'à ce jour, 10 septembre 2024, on a beaucoup évolué, on évoluera encore. Et personnellement, pour moi, ça a eu de nombreuses conséquences. Bon, je suis quelqu'un d'assez imaginatif, c'est vrai, mais je me suis servi de cette expérience. J'ai longtemps partagé dans les immondices de la nature humaine, bien sûr, mais je sais que, parallèlement à cela, il y a également une vie plus saine. Et mes romans illustrent parfois cette bipolarité de ces choses, les criminels odieux et puis les gens qui sont bienveillants et qui font des belles choses. Et justement, j'ai amené quelques ouvrages ici. Si vous ne pouvez pas venir dimanche, je peux vous en dédicacer quelques-uns ce soir, ça sera bien volontiers. Alors le tout dernier, qui s'appelle « Surtout ne meurs jamais », je l'ai découvert presque en même temps que vous, puisqu'il était à peine sec, qui vient de sortir là à l'instant. Et c'est un Nathalie Gillier, libraire, place de la mairie à Perros-Guirec, j'ai fait sa pub, qui l'a apporté et je la remercie, parce qu'il vient vraiment de sortir. Lui, il est inédit celui-ci. Donc vous voyez que la vie, notre monde n'est pas complètement rose, il n'est pas complètement noir non plus, il est un peu à l'image de notre festival, le rose et le noir. Et justement, j'espère qu'on vous reverra lors de cette semaine. On vous a remis, je crois, des programmes et des flyers. Et si vous êtes intéressé par ce genre de rencontre, sachez que samedi, il y aura 2 tables rondes qui sont gratuites à Rosemarine, à Thalasso Rosemarine. C'est très intéressant. Il y a 3 prix littéraires en premier et 3 auteurs de polar insolites. Et dimanche, ici même, il y a également des auteurs de polar breton qui seront là. Et toutes ces entrées sont gratuites. Vous pouvez voir tous les détails sur notre site rosenoir.com. Vous avez également une semaine ciné-polar qui commence demain au cinéma Les Baladins de Perros-Guirec. Donc voilà, il y a 9 films cultes, dont le film Le Fil de Daniel Auteuil qui vient de sortir là, ces jours-ci, aujourd'hui je crois bien. Demain, voilà. Et il sera là en avant-première au cinéma de Perros-Guirec. Donc faites vivre notre cinéma, c'est important. Et je vous le dis aussi un petit peu, il y a un jeu d'enquête qui est gratuit lui aussi, dans lequel vous avez des lots extraordinaires, des balades en bateau, pour rentrer au restaurant du casino, ou des séances de thalasso rapide à l'Agapa ou à Rosemarine. Plein de choses. C'est un jeu pour les petits et les moins petits, pour les grands, qu'on peut faire en famille, que vous pouvez peut-être réussir à prendre des feuillets ou qui est téléchargeable sur notre site internet. Voilà, vous avez une fiche ici qui relate un petit peu tout ce que je faisais. Et si vous avez été vraiment attentif, je vous ai donné les tuyaux pour identifier l'assassin. J'espère que vous le découvrirez. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci.
Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.